Ça sentait le meuble, pas la guerre. Les ingénieurs allemands se rassemblèrent autour de l'épave dans un hangar sombre, à l'extérieur de Hambourg, leurs blouses blanches déjà tachées de graphite et d'huile. Un bombardier Mosquito, capturé presque intact, après avoir été forcé d'atterrir dans le champ d'un fermier, gisait démonté sous des projecteurs. Ces pâles panneaux de bois avaient l'air absurdement domestique, comme quelque chose volé à un atelier de menuiserie plutôt qu'au ciel. On leur avait dit qu'il s'agissait du bombardier le plus rapide dont disposaient les Britanniques, capable de distancer des Messides et des Focke-Wulfs à plein régime. Cette affirmation semblait impossible aux ingénieurs de la Luftwaffe. Cela aurait dû appartenir au passé aux avions à acheter pour des musées, et non à l'ère des jets et des carburants à haut indice d'octane. Le docteur Karl-Heinz Henkel, l'analyste senior des matériaux au Luftfahrtministerium, ajusta ses lunettes et tapa du joint d'un doigt sur l'un des panneaux. Le son n'était pas métallique, mais sourd et résonnant, comme si l'on frappait à un cercueil. « C'est du contreplaqué », murmura-t-il, l'incrédulité s'insinuant dans sa voix. Autour de lui, les techniciens rirent doucement. « Un bombardier en bois », dit l'un. « Les Anglais ont dû manquer d'aluminium ?» Ils s'attendaient à des échardes, et de la sûre pas à une arme qui avait humilié leurs défenses aériennes pendant près de 2 ans. Dehors, la pluie sifflait contre le toit du hangar. À l'intérieur, l'odeur de résine phénolique emplissait l'air, âcre sucré et chimique, quelque chose entre le vernis et le sucre brûlé. Elles s'accrochaient à leurs vêtements et à leurs gorges pendant qu'ils travaillaient. Ils commencèrent à cataloguer chaque composant avec la précision de chirurgiens. Pas de rivets, pas de soudure, chaque panneau avait été collé non boulonné. Les joints étaient sans couture, si lisses qu'ils reflétèrent la lumière comme du marbre poli. Quand Ancre tenta de séparer 2 couches avec un ciseau, la lame se brisa. Il fronça les sourcils. « Ce n'est pas de la colle de menuisier, » dit-il. « Quoi qu'ils aient utilisé, c'est plus résistant que le bois lui-même. » Son assistant suggéra que cela pouvait être une sorte de résine, peut-être du belite. Ancre secoua la tête. Le béli était cassant. Ceci était élastique, résistant à la chaleur, presque vivant. Il plaça un fragment sous une loupe et vit des fibres soudées ensemble, comme le fil d'un tissu vivant. Ce qui les troublait le plus, c'était l'artisanat. Chaque courbe du fuselage avait été moulée avec la précision d'un sculpteur. Les Britanniques avaient construit un avion, comme on construit un violon, couche par couche, ton après ton. Chaque contour avait une fonction: réduire la traînée, canaliser l'air, dissimuler la force sous l'élégance. À mesure que les Allemands mesuraient, notaient et photographiaient, quelque chose d'étrange se produisit. Les rires s'éteignirent. Plus ils touchaient le Mosquito, moins ils s'en moquaient. Ils commencèrent à sentir une intelligence derrière chaque assemblage, comme si l'artisan, qui l'avait construit, avait anticipé leur incrédulité. À minuit, le sol était jonché de sciures de croquis et de tasses à café. Ancre se renversa sur sa chaise, se frottant les tempes, entouré de fragments qui refusaient de faire sens. Les chiffres sur sa tablette ne mentaient pas. Ce jouet d'avion avait atteint des vitesses que leurs meilleurs bombardiers métalliques ne pouvaient égaler. D'une manière ou d'une autre, le bois avait vaincu l'acier. Il regarda la pâle courbe d'une emplanture d'aile sous la lumière et se chuchota. Comment? L'ironie le narguait. L'Allemagne, terre de l'ingénierie de précision, se voyait distancée par un bombardier, collé ensemble, dans des usines de meubles. Dehors, le bourdonnement des bombardiers nocturnes résonnait faiblement au-dessus de la ville, le son lointain d'un empire qui s'érode.
Dans ce hangar, parmi l'odeur de colle et de bois mouillé, quelque chose bascula. La question n'était plus de savoir si le mosquito fonctionnait, mais pourquoi et quel secret se cachait dans la colle qui le rendait imparable. En 1938, alors que le monde se préparait à une nouvelle guerre mécanisée d'acier, un homme se présenta devant le British Air Ministry avec une proposition qui semblait presque insultante. Geoffrey de Havilland, grand posé et tranquillement obstiné, déplia les plans d'un bombardier qui défiait toutes les doctrines de l'aviation moderne. Il n'avait pas de canon défensif, pas de blindage, et plus absurde encore, il devait être construit presque entièrement en bois. La salle d'officiel écouta poliment, attendant la plaisanterie. Comme elle ne venait pas, ils rejetèrent l'idée d'emblée. Le métal était l'avenir, diront-ils. Le bois appartenait au passé. Mais de Havilland ne scia pas. Il comprenait quelque chose que les bureaucrates ne pouvaient mesurer dans des feuilles. De calcul, la vitesse était une armure et la simplicité une survie. À cette époque, la Grande-Bretagne était déjà à bout. L'aluminium, sang vital de la production aéronautique, était consommé plus vite qu'il ne pouvait être raffiné. Spitfires, Hurricanes et les nouveaux Lancaster exigeaient chaque feuille de métal que la nation pouvait produire. De Havilland regarda l'arithmétique et n'y vit pas un désastre, mais une opportunité. Son entreprise avait passé des années à perfectionner la construction en bois pour les avions légers et de course. La campagne britannique était remplie de petits ateliers ébénistes, facteurs de pianos, artisans menuisiers, des hommes qualifiés capables de façonner le bois, mais qui n'avaient pas leur place dans la guerre du métal. Et s'il, pensa-t-il, était possible de tourner leurs mains vers la construction de quelque chose de plus rapide, plus léger et plus silencieux que tout ce qui existait sur Terre, il imagina un bombardier sans tourelle ni équipe de canon, son cockpit biplace, affiné jusqu'à la silhouette d'une balle. Au lieu de rivets, des couches de contreplaqué de bouleau furent reliées par un noyau de bois de balsa équatorien, des matériaux choisis non pour leur prestige, mais pour leur géométrie, le bouleau pour la solidité, le balsa pour la légèreté, les deux unis, par une colle plus forte que n'importe quel assemblage mécanique. La technique connue sous le nom de construction monocoque laminée était utilisée depuis longtemps dans la fabrication de meubles, mais dans l'esprit de Havilland, elle devint une équation de survie. Chaque once économisée sur le blindage pouvait être réinvestie dans la vitesse. Si l'avion pouvait distancer les chasseurs ennemis, il n'aurait jamais besoin de les combattre. Quand la guerre commença, en 1939, son idée sembla s'évaporer sous le poids de la réalité. Le ministère de l'Air commanda des bombardiers armés de tourelles et de blindages épais des forteresses volantes en métal capables d'échanger des coups. Mais la guerre a une manière bien à elle d'humilier les certitudes. En 1940, après la chute de la France et les jours désespérés du Blitz, la Grande-Bretagne connut des pénuries si graves que même les idées impossibles furent réexaminées. De Havilland revint avec un prototype insistant sur le fait que son bombardier, en bois, pouvait être construit dans des usines de meubles sans détourner une seule feuille d'aluminium de la production des Spitfire. À contre-cœur, on approuva la fabrication d'un seul prototype. À l'automne 1940, sous le ciel gris de Hartford, le premier Mosquito prit forme. Des facteurs de piano londoniens poncèrent les ailes des luthiers, façonnèrent le nez courbé, et l'adhésif qui liait chaque joint provenait de laboratoires de mobilier, une résine phénol formaldéhyde, une colle synthétique qui durcissait en une substance proche de l'ambre. Appliquée entre les couches de bois et pressée sous chaleur,
Elle se transformait en un matériau unique, ni tout à fait bois, ni tout à fait plastique, mais quelque chose entre les deux, léger, résilient et remarquablement solide. Il était littéralement né de la rencontre entre artisanat et chimie. Le 25 novembre 1940, le prototype peint en jaune d'entraînement roula sur la piste de Hatfield. Jeffrey de Havilland Jr., le fils du concepteur, monta dans le cockpit. Les moteurs de Merlin jumelés rugirent, vibrant comme des animaux contenus. Lorsque l'avion s'éleva, la foule s'attendait à une lutte laborieuse. Au lieu de cela, il bondit comme s'il était sans poids. En quelques secondes, il grimpa plus vite que tout bombardier jamais vu. À altitude, sa vitesse dépassa les 390 miles par heure, plus rapide que le Spitfire MKI, plus rapide que tout chasseur alors en service. Les observateurs du ministère de l'Air silencieux, quelques instants plus tôt, murmurèrent leur incrédulité. Un avion de bois venait de surpasser les meilleures machines de métal et de légende. Cette nuit-là, de Havilland marcha seul dans son atelier, passant devant les cadres à moitié achevés qui luisaient sous les lampes. Il posa la main sur l'un des panneaux laminés et sentit la chaleur de la colle en train de durcir. C'était lisse vivant, plein de promesses. Le monde ne verrait plus jamais la guerre de la même manière. Un bombardier construit à partir de bois de meubles venait de prouver que l'imagination pouvait dépasser la peur. Lorsque le Mosquito entra en service, il ne portait ni canon, ni artilleur, ni illusion. Sa survie dépendait entièrement des mathématiques. Les premiers escadrons opérationnels qui reçurent l'appareil en 1941 le regardèrent avec une incrédulité silencieuse. Les pilotes qui avaient volé sur les lourds Blenheim et Wellington devaient désormais piloter un bombardier qui ressemblait davantage à un avion de course mince, gracieux et sans protection. L'équipage se composait de 2 hommes, seulement un pilote et un navigateur assis côte à côte dans un cockpit à peine assez grand pour eux deux. Pas de mitrailleurs arrière pour couvrir leurs arrières, pas de plaques de blindage entre eux et les éclats de flaques qui les attendaient au-delà des nuages. Le manuel de vol était d'une brutalité simple en cas d'interception. Ne pas combattre, fuir. Garder les gaz à fond et faire confiance au moteur Merlin. Le ministère de l'Air, autrefois sceptique, était désormais obsédé par la vitesse du Mosquito. Les tests officiels à Boscombe Down avaient chronométré l'appareil à près de 400 miles par heure, plus rapide que n'importe quel chasseur opérationnel de la Luftwaffe, mais des chiffres sur un graphique et la survie dans l'espace aérien ennemi n'étaient pas la même chose. Le Mosquito devait prouver qu'à lui seul, la vitesse pouvait remplacer le blindage. Son baptême du feu eut lieu le 20 septembre 1941, lorsqu'une formation de Mosquito du 111e escadron décolla de Swanton Morley pour son premier raid de bombardement en plein jour au-dessus d'Oslo. L'objectif de la mission était précis, frapper le quartier général de la Gestapo et s'échapper avant que les chasseurs ennemis ne puissent réagir. À 50 pieds, au-dessus de la mer, les bombardiers filaient vers la Norvège, leurs ailes de bois fendant les embruns et la brume. Les stations radars les détectèrent trop tard. Quand l'alerte parvint au commandement de la Luftwaffe, les Mosquitos étaient déjà sur le chemin du retour. Les chasseurs allemands décollèrent de Stavanger, mais ne purent jamais combler l'écart. Les témoins au sol rapportèrent un rugissement fantomatique, suivi du silence, comme si les bombardiers s'étaient volatilisés dans l'air. Tous les appareils rentrèrent à la base sans une égratignure. L'épreuve suivante fut bien plus audacieuse. En janvier 1943, un vol de reconnaissance de Mosquito pénétra profondément dans l'espace aérien berlinois en plein jour.
Les sirènes de la ville hurlèrent pour la première fois depuis des mois, non à cause d'un raid massif, mais de 2 bombardiers non armés volant plus vite que les chasseurs de défense. Les opérateurs d'un radar de la Luftwaffe virent les échos sur leurs écrans, accélérés au-delà de toute poursuite possible. Lorsque les Mosquitos larguèrent leurs bombes de 500 livres sur la capitale, Hermann Göring lui-même était en conférence. Furieux, il cria que cette attaque était une insulte personnelle et ordonna aux intercepteurs de pourchasser les intrus à tout prix. Aucun n'y parvint. Au début de 1943, les équipages de Mosquito commencèrent à comprendre le rythme de la machine. À 2500 pieds d'altitude, elle dansait, au-dessus des explosions de flaques comme une feuille dans la tempête. Le bois laminé absorbait les vibrations qui auraient fissuré les revêtements métalliques. Même les impacts directs déclenchaient rarement des incendies. L'absence d'aluminium signifiait moins d'étincelles et moins d'inflammation des vapeurs de carburant. Les pilotes disaient qu'on avait l'impression de piloter un être vivant, souple, indulgent, réactif. Un équipage de retour d'un raid à basse altitude sur Cologne raconta comment les balles traçantes les poursuivaient à travers la vallée du Rhin. Les obus semblaient flotter à nos côtés, puis tomber. C'était comme si l'air lui-même nous protégeait. La réputation du Mosquito se répandit rapidement des 2 côtés. La presse britannique le surnomma « le prodige de bois » et les pilotes allemands l'appelèrent « Der Teufel aus Holz », le diable de bois. Son effet sur le moral fut immédiat. Les escadrons de la Luftwaffe stationnés en Europe occupée reçurent de nouveaux ordres. Si un Mosquito est aperçu, ne le poursuivez que si les conditions sont parfaites. L'appareil ne pouvait être rattrapé en vol horizontal. En piqué, il accélérait au-delà des limites de sécurité structurelle des avions allemands. Chaque mission ajoutait une nouvelle légende. En février 1943, les Mosquitos des 105e et 139e escadrons exécutèrent l'un des raids de précision les plus audacieux de la guerre, une attaque diurne sur Berlin, programmée pour coïncider avec un discours de Göring lui-même. Alors que ces paroles résonnaient dans le Reichstag, les vitres tremblèrent sous le choc des explosions. Le timing était si parfait que la propagande allemande ne put cacher l'humiliation. L'impensable venait de se produire. Des bombardiers en bois avaient frappé le cœur du Troisième Reich et s'étaient échappés sans perte. Ce succès changea tout. La Royal Air Force commença à réorganiser ses opérations autour de la combinaison unique de vitesse et de furtivité du Mosquito. Il devint l'appareil de choix pour la reconnaissance photographique, le guidage des bombardements et les frappes chirurgicales. Chaque mission démontrait une vérité simple: moins on emportait, plus on volait vite. Plus on volait vite, plus on survivait longtemps. Les hommes qui le pilotaient commencèrent à croire en sa légende. Ils l'appelèrent l'avion qui avait oublié comment mourir. Mais de l'autre côté de la Manche, dans les laboratoires froids et les ateliers de la Luftwaffe, l'incrédulité se transforma en obsession. Le haut commandement allemand voulait comprendre comment un avion en contreplaqué pouvait humilier leur meilleure machine. Pour eux, ce n'était pas seulement un échec militaire, c'était une insulte scientifique. Quelque part à l'intérieur de ces panneaux de bois lisse se cachait un secret que le Reich devait percer. Au printemps 1943, un Mosquito britannique, effectuant une mission de reconnaissance au-dessus du nord de l'Allemagne, fut pris dans une tempête de flaques. Le pilote parvint à planer sur plusieurs kilomètres avant d'atterrir en catastrophe dans un marais près de Hambourg. Miraculeusement, l'appareil ne prit pas feu. Lorsque les troupes allemandes atteignirent l'épave, elles s'attendaient à trouver du métal tordu et des fragments fondus. Au lieu de cela, elles découvrirent quelque chose qui ressemblait étrangement
à un bateau brisé des panneaux de bois lisses, assez légers pour qu'un homme puisse les soulever, exhalant encore une odeur de résine et de fumée. Pour la branche technique de la Luftwaffe, c'était la découverte de l'année. L'ordre fut immédiat, tout récupéré. Même le plus petit fragment devait être envoyé dans un hangar d'analyse secret près de Rechlin principal, centre d'essai de la Luftwaffe. Sous les projecteurs puissants, le Mosquito reposait sur des tréteaux de bois, comme un patient sur une table d'opération. Les ingénieurs l'entouraient, carnets et scalpels, en main leur souffle, se condensant dans le froid. C'étaient des hommes habitués à l'acier, et aux rivets aux chalumeaux, et aux jauges de précision, non aux papiers de verre et à la colle. Les premières découpes furent hésitantes, presque chirurgicales. Chaque couche retirée soulevait plus de questions qu'elle n'en résolvait. La peau extérieure était un plaquage de bouleaux minces de quelques millimètres, mais d'une uniformité étonnante. En dessous, un nid d'abeilles, de bois de balsa, léger comme l'air, et pourtant remarquablement rigide. Puis venait une autre couche de bouleaux, le tout fusionné, comme s'il provenait d'un seul arbre. Le docteur Karl-Heinz Henkel dirigeait l'analyse. Experte de la fatigue des matériaux, il avait passé des années à étudier les défaillances des structures métalliques. À présent, il restait silencieux, contemplant les joints sans faille. « Ils ont transformé la menuiserie en ingénierie », murmura-t-il. Son équipe mesura densité-résistance à la traction et à la cisaille. Chaque test défiait les attentes. Le composite laminé supportait presque 2 fois la charge de l'aluminium pour moitié du poids. Il résistait à l'humidité, à la chaleur et aux vibrations. Lorsqu'un technicien tenta de séparer 2 panneaux avec une presse hydraulique, le bois se fissura, mais la liaison adhésive demeura intacte. Les Allemands utilisèrent une colle à base de caséine, dérivée du lait, pour leurs planeurs et avions-écoles, en bois bon marché et simple à produire, mais se dégradant sous l'humidité et la chaleur. Cette colle britannique se comportait différemment. Elle semblait insensible à tout. Hankel ordonna une analyse chimique. Le laboratoire identifia un composé inconnu de l'aviation allemande, une résine synthétique à base de phénol et de formaldéhyde catalysée sous pression. Lorsqu'elle était chauffée, la colle ne ramollissait pas. Elle se durcissait davantage, se transformant en un polymère thermodurci qui liait les fibres de bois au niveau moléculaire. C'était en essence une armure synthétique cachée dans le bois. Hankel ne pouvait dissimuler sa frustration. L'industrie chimique allemande, jadis, l'envie du monde, avait produit des merveilles, comme le carburant et le caoutchouc synthétique. Pourtant, elle n'avait jamais développé ce type d'adhésif. La raison en était douloureusement simple, les ressources. Les résines phénoliques nécessitaient du phénol et du méthanol, dérivés du charbon, et ces 2 produits étaient entièrement absorbés par la production d'explosifs. Même si la Luftwaffe avait connu la formule, elle n'aurait pas pu en fabriquer en quantité suffisante. Cette découverte provoqua un mélange d'admiration et de désespoir. Le Mosquito n'était pas seulement rapide, c'était un génie pratique. Chaque composant racontait une histoire d'adaptation. Les Britanniques avaient en transformé leur pénurie en innovation. Le fuselage était formé de 2 moitiés symétriques, moulées sur des gabarits en béton, dans des ateliers de meubles. Collées ensemble, elles formèrent une coque hermétique qui ne nécessitait aucun renfort interne. Le résultat était plus lisse, plus léger et plus solide que n'importe quelle structure rivetée. L'un des assistants de Hankel, un jeune ingénieur nommé Vogel, observa au microscope la coupe d'une aile.
On dirait quelque chose de vivant, murmura-t-il. Les lignes de colle forment des motifs comme les veines d'une feuille. Il avait raison. La structure se pliait sous la contrainte au lieu de se briser. Elle absorbait les chocs, dissipait l'énergie et reprenait sa forme. Dans un monde obsédé par la rigidité, le Mosquito avait été conçu pour plier. Lorsque Hanckel présenta ses conclusions au commandement de la Luftwaffe, la salle resta muette. Il posa sur la table 2 échantillons, l'un d'aluminium, l'autre de bouleau laminé, liés par la résine britannique. L'échantillon en bois se plia et retrouva sa forme. L'aluminium lui resta déformé. « Messieurs, dit-il, nous avons construit le mauvais type de force. » Mais l'orgueil meurt difficilement. Certains officiers refusèrent de croire qu'une simple colle pouvait gagner une guerre. D'autres exigèrent, d'une réplique allemande, un projet baptisé « Mucke le moucheron » pour prouver le concept. Au fond d'eux, pourtant les ingénieurs connaissaient la vérité. Ils pouvaient copier la forme, les dimensions mêmes, les moteurs, mais ils ne pouvaient reproduire l'âme du Mosquito, la colle qui transformait le bois fragile en arme. Tandis qu'ils emballaient leurs échantillons pour Berlin, l'odeur de la résine britannique flottait encore dans le hangar sucré âcre indomptable. Hanckel resta un moment de plus, passa une main gantée sur l'aile brisée et murmura. « Ils ont construit ceci dans une fabrique de meubles, et nous, avec tout notre acier, nous ne pouvons pas l'attraper. » L'ordre vint d'en haut. Si les Britanniques pouvaient fabriquer un bombardier en bois plus rapide que tous les chasseurs allemands, alors l'Allemagne en construirait un encore plus rapide, plus solide, plus meurtrier. Le projet reçut un nom censé tourner son rival, en dérision Mucke le moucheron, un insecte minuscule destiné à piquer le Mosquito britannique. Sur le papier, cela ressemblait à une déclaration d'orgueil, une tentative de prouver que l'ingénierie allemande pouvait maîtriser tout ce qu'inventaient les Alliés. En pratique, ce fut une tragédie au ralenti, née de la surconfiance. Les premiers prototypes furent confiés à une petite équipe du Luftfahrtforschungsanstalt de Brünn. Ils commencèrent avec les plans capturés du Mosquito et les fragments que l'équipe de Hanckel avait méticuleusement catalogués. Mais dès le départ, les chiffres les trahirent. Les Britanniques avaient utilisé du balsa léger importé d'Équateur, un bois auquel l'Allemagne n'avait plus accès à cause du blocus allié. Les ingénieurs allemands le remplacèrent par du pin et du hêtre, plus dur, plus lourd, mais disponible. Une seule section d'aile, qui pesait 280 kg sur le Mosquito, atteignait 410 kg sur le prototype du Mucke. La colle, elle aussi, fut un compromis. Sans accès à la résine phénolique, l'équipe revint à un adhésif à base de caséine mélangé à du formol pour ralentir sa dégradation. Cela fonctionnait correctement par temps sec, mais sous la chaleur et l'humidité, elle commençait à ramollir un défaut que chaque ingénieur reconnut, mais qu'aucun n'osa signaler. Malgré tout, la machine de propagande du Reich exigeait des résultats. Les rapports de Hanckel, qui avertissaient d'une instabilité de l'adhésif, furent discrètement réécrits avant d'arriver à Berlin. Des ordres de production furent émis pour des ateliers de meubles à Dresde et cassaient ironiquement le même type d'usine que les Britanniques avaient utilisé avec succès. Mais les ouvriers allemands travaillaient dans des conditions bien différentes, pénurie de matériaux, bombardement constant, manque de main-d'œuvre qualifiée. Le Mosquito était né de la créativité. Le Mucke naquit du désespoir. À la fin de 1943, le premier prototype était prêt, une pâle imitation de l'avion britannique, élégante sous les projecteurs. 2 moteurs, un fuselage lisse des dimensions identiques, tout semblait convaincant, jusqu'à ce qu'il quitte le sol. Lors de son vol inaugural, le pilote d'essai
Hauptmann, Ernst Kessler, nota des commandes lourdes et des vibrations inattendues à grande vitesse. À 350 miles par heure, les ailes commencèrent à résonner, les couches laminées, gémissant de manière audible. En quelques minutes, de fines fissures se propagèrent le long des bords d'attaque. Il réduisit la puissance et atterrit brutalement, le train d'atterrissage s'effondrant sous la contrainte. Lorsque les ingénieurs examinèrent les dégâts, ils trouvèrent le coupable de l'humidité s'était infiltré dans les lignes de colle, affaiblissant les joints. L'adhésif n'avait pas complètement échoué, mais il s'était suffisamment ramolli pour altérer la forme aérodynamique. En aviation, suffisamment signifie fatal. Le second prototype ne fit guère mieux construit, avec des cols modifiés et des renforts supplémentaires. Il vola plus lourd et plus lent. Sur le papier, il atteignait 360 miles à l'heure, plus rapide qu'un Heinkel E-111, mais toujours 50 miles plus lent que le Mosquito qu'il devait rattraper. Un troisième prototype se désintégra totalement lors d'un test de piqué à basse altitude. Les enquêteurs tentèrent d'invoquer une erreur de pilote, mais la vérité était évidente. Le bois s'était délaminé en plein vol, arrachant l'aile du fuselage. En 1944, le projet MUCUS était pratiquement mort. Il ne restait que des rapports épais, méticuleux, remplis de tableaux et de graphiques, mais aussi quelque chose de rare dans la documentation technique allemande du désespoir. Un mémorandum rédigé par un ingénieur supérieur admettait que la conception ne pouvait atteindre la qualité de la construction britannique en raison de limitations matérielles fondamentales. Une autre note griffonnée, en marge d'un rapport d'essai, se lisait simplement « Nous combattons la physique avec du papier ». Au sein du ministère de l'aviation du Reich, personne ne voulait annoncer la nouvelle à Hermann Göring. Sa fureur au sujet du Mosquito était déjà légendaire. Il avait promis à Hitler que la Luftwaffe reprendrait le contrôle du ciel. Pourtant, des bombardiers en bois continuaient de survoler Berlin sans opposition, les narguant à chaque raid diurne. Lorsqu'il apprit finalement que le projet MUC avait été annulé, il fracassa un cendrier en verre contre le mur et hurla « Nous sommes vaincus par des charpentiers ». Pour les ingénieurs, l'humiliation fut plus douloureuse que n'importe quel blâme. L'identité allemande reposait sur la métallurgie de précision et la maîtrise du contrôle des qualités que les Britanniques avaient renversées. Le Mosquito n'était pas parfait, il était audacieux. Il violait toutes les règles que l'ingénierie allemande tenait pour sacrées. Ne jamais faire confiance aux matériaux organiques, ne jamais dépendre de l'artisanat manuel, ne jamais tolérer la variabilité. Et pourtant, il fonctionnait. Sa coque de bois fléchissait là où le métal se fissurait, absorbait les vibrations, là où les rivets cédaient. Oncle, qui avait observé tout le fiasco se dérouler, écrivit cet automne-là dans son journal personnel. Nous sommes prisonniers de notre propre logique. Nous avons des machines sans imagination, et ils ont l'imagination sans machine. Il n'envoya jamais cette phrase à ses supérieurs, elle aurait semblé une trahison. Mais parmi ses pairs, le sentiment se propagea discrètement, une reconnaissance tacite que les Britanniques avaient gagné non par une industrie supérieure, mais par le courage de défier leur propre manuel. Alors que l'hiver s'installait, sur les ruines des villes allemandes, les mosquitos survivants continuaient d'apparaître au-dessus des nuages élégants et silencieux. Leur bois poli reflétait la lumière de la lune comme des fantômes. En bas, les hommes, qui avaient tenté de les imiter, se tenaient dans leurs ateliers entourés d'ailes gauchies de fuselage fissuré et de l'odeur amère de la colle ratée. Le Muquet avait prouvé la leçon que tout ingénieur redoute copier le génie, est facile le comprendre, est impossible. En 1944,
Le Mosquito n'était plus simplement un avion, c'était une présence. Il glissait dans le ciel nocturne de l'Europe comme une rumeur impossible à prévoir, impossible à arrêter. Les opérateurs radars de la Luftwaffe redoutaient le faible écho qui apparaissait, puis disparaissait trop vite pour être suivi. Les pilotes d'intercepteurs l'appelaient Der Schattenjäger, le chasseur d'ombre. Même les troupes au sol, entendant son bourdonnement grave à l'aube, levaient la tête avec crainte, sachant que si un Mosquito pouvait les atteindre, personne n'était en sécurité. Les statistiques racontaient une histoire qui défiait la logique. Le taux moyen de perte des bombardiers lourds, comme le Lancaster, oscillait entre 5 et 7% par mission. Pour le Mosquito, il était inférieur à 1%. Un appareil perdu pour 200 sorties. Cela signifiait qu'un équipage de Mosquito, contrairement à leurs camarades des bombardiers blindés plus lents, pouvait survivre à des dizaines de missions. Les pilotes plaisantaient sombrement. Voler sur un Mosquito est plus sûr que de traverser Piccadilly la nuit. Mais derrière cet humour se cachait quelque chose d'extraordinaire. Un avion sans armes était devenu la machine la plus résistante de la Royal Air Force. En Allemagne, l'incrédulité se transforma en humiliation. Chaque rapport de renseignement qui passait sur le bureau d'Hermann Göring était une nouvelle blessure à son orgueil. Lui qui avait promis à Hitler la suprématie aérienne voyait désormais les bombardiers britanniques visiter Berlin quotidiennement. Et le plus irritant de tous, le Mosquito, semblait choisir ses moments pour l'insulter. En janvier 1943, il avait largué ses bombes sur Berlin juste au moment où Göring commençait une allocution radiophonique. En janvier 1944, il répéta l'exploit pendant une autre réunion de haut niveau. Les 2 fois, il s'échappa sans une égratignure. Göring aurait crié « Je verdis de jalousie quand je vois ces avions en bois survoler Berlin. Les Britanniques peuvent se permettre de perdre des pilotes, mais ils n'en perdent pas, car ils volent si vite que nos chasseurs ne peuvent les attraper. » La vérité était plus douloureuse. La Luftwaffe avait vieilli tandis que le Mosquito restait jeune. Les meilleurs pilotes d'Allemagne mouraient no plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés, et la nouvelle génération manquait de formation pour affronter un ennemi qui refusait de jouer selon les règles. Les bombardiers conventionnels pouvaient être interceptés, prévisibles, guidés vers des zones de destruction. Le Mosquito lui échappait à tout cela. Le Mosquito ignorait tous les manuels. Il venait seul ou par paires volant au ras des arbres avant de disparaître dans les nuages. Au moment où le radar le captait, il était déjà parti. À Reklan et à Peenemünde, les ingénieurs tentèrent de développer des intercepteurs plus rapides, de nouvelles versions du Focke-Wulf 190, le Messerschmitt 410 à haute altitude, voire le Jetme 272. Sur le papier, les avions à réaction pouvaient dépasser le Mosquito. En pratique, ils n'étaient jamais au bon endroit, au bon moment. Les moteurs à réaction de l'époque exigeaient de longues pistes, un carburant parfait et une manipulation délicate. Le Mosquito, lui, n'avait besoin que d'un bout d'herbe et de 2 moteurs Merlin. Pour les civils allemands, le Mosquito devint une arme psychologique plus puissante que n'importe quelle bombe. Ses raids étaient précis. Gares ferroviaires, bureau de la Gestapo, centre de communication. Mais leur poids, symbolique, dépassait largement les dégâts matériels. À Berlin, on murmurait que les Britanniques avaient construit un avion invisible au radar. À Copenhague et à Oslo, occupés de la résistance célébraient chacune de ces apparitions, comme la preuve que les Alliés pouvaient frapper n'importe où, n'importe quand. Le rugissement du Mosquito devint le son même de l'inévitable. La RAF comprit ce pouvoir et l'utilisa sans pitié. Lorsque les bombardiers lourds ravageaient les villes allemandes, la nuit,
Les mosquitos volaient en avant pour larguer des bombes incendiaires et des fusées éclairantes, marquant les cibles avec une précision chirurgicale. Quand les bombardiers rentraient à la base, les mosquitos revenaient quelques heures plus tard pour frapper les équipes de secours et les postes de commandement. Ils semblaient infatigables, omniprésents, intouchables. Même seul un mosquito pouvait contraindre la Luftwaffe à faire décoller des escadrilles entières d'intercepteurs, gaspillant un précieux carburant et épuisant les pilotes pour rien. Le haut commandement allemand répondit par le désespoir, déguisé en stratégie. De nouveaux réseaux radars furent construits pour suivre les cibles rapides et les officiers de propagande affirmèrent que le Mosquito était surestimé, que sa vitesse se payait d'une charge utile réduite. Mais les chiffres ne pouvaient être cachés. Rien qu'en 1944, les Mosquitos larguèrent plus de 1900 tonnes d'explosifs pour moins de 200 appareils perdus. Le ratio était si impressionnant qu'un officier britannique plaisanta. Ce n'est pas un bombardier, c'est un instrument chirurgical. À l'automne, la rage de Göring s'était transformée en superstition. Il ordonna à ses aides de ne jamais mentionner le nom de l'avion pendant les réunions, comme si le silence pouvait l'effacer. Les journaux de bord de la chasse allemande montrent un schéma d'épuisement des pilotes, affirmant poursuivre des fantômes qui disparaissaient dans les nuages des stations radars, signalant de faux échos se déplaçant plus vite que leurs limites de calibration, des équipes au sol jurant avoir vu des mosquitos à des altitudes qu'aucun moteur à piston ne pouvait atteindre. Le mythe avait dépassé la machine. Le docteur Ankle, l'ingénieur, qui avait autrefois disséqué un mosquito capturé, observait tout cela depuis son laboratoire. Il avait cessé de corriger ses collègues lorsqu'ils appelaient l'avion un fantôme. Dans ses notes privées, il écrivit « Ce n'est pas le bois qui nous terrifie, mais l'idée que quelque chose d'aussi léger puisse porter une telle puissance. » Et l'ultime hiver de la guerre, le simple nom du Mosquito suffisait à faire taire une salle dans les centres de commandement allemands. Les rapports d'observation s'accompagnaient d'un soupir plutôt que d'une alerte. Tout le monde savait qu'au moment où l'avertissement arrivait, les dégâts étaient déjà faits. La Luftwaffe volait encore, mais son moral était vidé. Pour eux, le Mosquito n'était pas un avion, c'était l'inévitabilité, la précision et l'humiliation façonnées en elle. Lorsque la guerre prit fin, en 1945, le Mosquito était déjà une légende. Il avait effectué plus de 80 000 sorties de combat, reconnaissance, bombardement, guidage, chasse de nuit, avec des pertes si faibles que même les statisticiens doutaient de leur exactitude. Dans les hangars de l'Europe d'après-guerre, son fuselage de bois lisse semblait un artefact venu d'un autre monde trop élégant pour appartenir au chaos qu'il avait vu naître. L'Allemagne gisait en ruine, ses villes brûlées par les bombardiers lourds que le Mosquito avait guidés avec une précision presque surnaturelle. Et pourtant, dans l'esprit des ingénieurs survivants, ce n'était ni le Lancaster, ni le Body 7 qu'ils se rappelaient avec respect, mais le fantôme de bois qui avait humilié leur science. À la fin du conflit, les équipes d'inspection alliées invitèrent des ingénieurs allemands capturés à visiter l'usine de De Havilland à Hatfield. Parmi eux se trouvait le docteur Karl-Heinz Henkel, le même homme qui avait autrefois disséqué un mosquito abattu et déclaré sa colle miraculeuse. Il se tenait maintenant dans le hall d'assemblage, observant les ouvriers en salopette polir les demi-coques fuselées avant qu'elles ne soient assemblées. L'odeur de résine emplissait de nouveau l'air âcre et inoubliable. Il se tourna vers son guide britannique, un jeune ingénieur à peine sorti de l'université, et lui demanda combien d'hommes avaient conçu ce procédé.
Le Britannique sourit. Pas beaucoup, mais des milliers l'ont construit. Cette phrase resta gravée en lui pendant des années. Dans un rapport d'après-guerre, Henkel écrivit que le véritable secret du mosquito ne résidait pas dans la chimie ni dans l'aérodynamique, mais dans la culture, la volonté de laisser les artisans et les scientifiques partager le même espace. Là où les usines allemandes avaient été gouvernées par la hiérarchie rigide et la peur de l'échec, les Britanniques avaient encouragé l'improvisation. Un luthier pouvait enseigner à un ingénieur la résonance, un chimiste pouvait apprendre d'un menuisier. De cette collision de mondes était née une chose qu'aucune théorie pure n'aurait pu prédire. Les leçons se propagèrent rapidement. À la fin des années 40, les ingénieurs des deux côtés de l'Atlantique commencèrent à expérimenter de nouveaux matériaux laminés, la fibre de verre, les composites de résine, puis plus tard, la fibre de carbone, tous des descendants directs de la peau de bois du mosquito. Ce qui était né de la pénurie devint le fondement de l'abondance. Même la jeune industrie aérospatiale américaine étudia les méthodes de De Havilland. Les ingénieurs de Boeing qualifièrent le mosquito d'ancêtre de toutes les structures composites que nous construisons aujourd'hui. En Grande-Bretagne, la légende de l'appareil grandit silencieusement. La Royal Air Force conserva des mosquitos en service bien dans les années 1950, longtemps après que les jets eurent pris le contrôle du ciel. Les pilotes aimaient sa maniabilité, son silence et son âme. Un vétéran déclara « On avait l'impression que l'avion voulait vivre autant que vous. » Les musées l'exposèrent comme un chef-d'œuvre du design militaire. Mais ceux qui l'avaient construit se souvenaient de quelque chose de plus humble, l'odeur de la sciure, le rythme des pinceaux, enduits de colle, le son des artisans pianistes martelant les longerons pendant que Londres tremblait sous le Blitz. Pour De Havilland, lui-même le succès fut une justification. Son idée impossible non seulement avait fonctionné, mais avait changé le sens même de l'ingénierie. Il confia un jour à un journaliste « Nous n'avons jamais cherché à être plus forts que l'ennemi. Nous voulions être plus intelligents que lui. » Ces mots résonnèrent à travers chaque génération de concepteurs qui suivit. Et pour les Allemands qui avaient tenté d'imiter le mosquito, l'avion devint un miroir reflétant leurs propres limites. Les prototypes muqueux furent fondus après la guerre. Aucun ne survécut. Mais dans les archives de ce qui devint la nouvelle industrie aéronautique d'Allemagne de l'Ouest, les notes de Henkel demeurèrent. La dernière ligne de son journal de guerre disait « Ils ont prouvé que l'imagination disciplinée par la nécessité est plus forte que l'acier. » Le temps transforma le mosquito d'armes en leçon. Il enseigna que le progrès ne naît pas toujours de l'abondance, mais parfois du désespoir, non du métal, et de la force brute, mais de l'audace de voir la beauté dans l'ordinaire. Du contreplaqué et de la colle était sortie une machine qui avait terrorisé un empire et redéfini le possible. Aujourd'hui encore, les historiens débattent pour savoir si le Mosquito fut le plus grand avion de la Seconde Guerre mondiale. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus rapide que tout chasseur de son époque, plus léger que n'importe quel bombardier et plus meurtrier pour l'orgueil de l'ennemi que pour ses troupes. Lorsque vous en croisez un dans un musée, sa surface brille toujours comme du chêne verni. On peut presque sentir la résine, le fantôme de cette colle qui avait défié un empire. Les hommes qui l'ont construit ont disparu depuis longtemps, leurs noms dispersés dans les archives et sur les aérodromes. Pourtant, leur idée demeure vivante. Chaque fois qu'un avion de ligne moderne décolle avec des ailes en matériaux composites, ou qu'un vaisseau spatial s'élance, enveloppé de résine et de fibres,
Ils prouvent que la technologie ne naît pas du confort, mais du courage, le courage de construire ce que tout le monde juge impossible. Alors la prochaine fois que vous verrez une photo du mosquito élancé, lisse et silencieux, souvenez-vous de ce qu'il représentait, non seulement l'ingéniosité britannique ou la nécessité en temps de guerre, mais le moment où l'imagination a surpassé la peur.